marchés bullish et les marchés bearish. Dans cette vidéo, on va tout d'abord donner une définition du terme bullish et bearish. Ensuite, on abordera l'origine de ce langage avec les premiers cas de vente à découvert et les premiers cas d'utilisation de ces termes de vente à découvert. Puis, on abordera ce que cela représente pour les institutions et leurs ordres en parlant des structures de marché et du zero-sum game ainsi que de la contrepartie. Et puis enfin, les Taurus, on introduira les termes de tendance de marché. Alors, tout d'abord, une structure bullish est une structure haussière. D'accord ? Là, vous voyez sur le graphique que vous avez un low et là, vous avez un high. D'accord ? Donc, c'est une structure haussière. La traduction de cela, c'est que bull correspond au taureau, d'accord, que l'on définit avec du mouvement acheteur. Ça, c'est la demande, d'accord. Quand on dit que l'on est bullish, cela signifie que nous cherchons à acheter le marché. Une structure bearish est une structure baissière, par contre. Bear, ça correspond à l'ours, que l'on définit avec du mouvement vendeur. Ça, c'est l'offre. Quand on dit que l'on est bearish, cela signifie que nous cherchons donc à vendre le marché. Donc comprenez que vous allez énormément entendre le mot bear et le mot bull dans votre carrière de trader puisque ce sont les termes les plus utilisés en ce qui concerne le biais directionnel du marché ainsi que l'offre et la demande. Ils sont énormément répandus dans le monde de la finance et il faut vraiment comprendre et les utiliser. Alors, il faut bien comprendre que l'origine de ce langage est assez surprenante puisque lorsque les Britanniques et surtout les Américains ont commencé à dominer les bourses européennes, les symboles du taureau et de l'ours ont été importés en Europe et vous allez voir que la source de ce langage est très surprenante. Elle est très très surprenante. En fait, cela provient du comportement et des mouvements respectifs de ces animaux lorsqu'ils chargent et lorsqu'ils attaquent. Le taureau, lui, par exemple, il attaque avec les cornes du bas vers le haut, donc il attaque en faisant un mouvement haussier. Tandis que l'ours, lui, va se mettre debout sur ses deux pattes arrière et grâce à ses pattes avant, il va venir écraser sa cible en faisant donc une attaque du haut vers le bas. Ce qui fait donc un mouvement baissier, un mouvement bearish. Bear et bull sont donc finalement des expressions qui sont utilisées pour décrire visuellement ce qui se passe sur les marchés. Et en réalité, les Taurus, l'origine complète du terme bearish, c'est assez surprenant également, mais ça vient du commerce des peaux d'ours au Moyen-Âge, dans lequel on peut retrouver une des premières formes de vente à découvert. Et à cette époque, les commerçants de fourrure vendaient parfois la peau d'un ours qu'ils n'avaient pas encore tué. Ils vendaient donc à découvert. Et la définition même de vente à découvert, c'est égal à proposer à la vente quelque chose que l'on ne possède pas encore. Et plus précisément, ceci, ça consiste à vendre des biens, des produits ou des services que l'on ne possède pas encore. Et l'impact sur les marchés de la vente à découvert est énorme du point de vue institutionnel. Et il peut vous apporter énormément de confluence dans votre trading et vous allez vraiment pouvoir le comprendre par la suite. Par exemple, si vous souhaitez vendre, disons, 10 000 barils de pétrole sur le marché, vous allez donc injecter un volume équivalent à 10 000 barils de pétrole. Okay. Est-ce que pour autant, vous allez recevoir ces barils chez vous par la poste? La réponse est évidemment non. Ok. Mais pour autant, vous avez bel et bien vendu ces barils de pétrole. Ok. En fait, les marchés fonctionnent sous forme de titres. D'accord. Ce que l'on ne possède pas encore du point de vue physique, mais que l'on possède sous forme de titres. Donc, ça fonctionne sous forme de titres que l'on possède pour prouver ces 10 000 de barils de pétrole vous appartiennent. Et lorsque vous négociez ces 10 000 barils, eh bien, vous ne les détenez pas, évidemment pas physiquement. Vous les détenez avec des titres qui vous permettent de prouver que vous êtes bel et bien propriétaire de ces 10 000 barils de pétrole. Okay. Et donc, si vous êtes propriétaire de ces 10 000 barils, vous pouvez donc les vendre comme bon vous semble à un acheteur. Plus précisément, vendre vos titres à un acheteur. Et ça existait déjà à l'époque, des exemples de contrats à terme ou de contrats de livraison, ce qu'on appelle différés, qui partagent certains aspects avec de la vente à découvert d'aujourd'hui sur les marchés financiers modernes. Et ces contrats, ils permettaient aux parties concernées de convenir à un prix aujourd'hui pour une livraison future de biens, y compris des matières premières telles que par exemple des peaux d'ours. Et dans de tels contrats, une personne pouvait convenir de vendre des peaux d'ours à un prix fixé aujourd'hui pour une livraison ultérieure, pour une livraison future. Et les termes du contrat en question permettaient à l'acheteur de s'assurer une livraison à un moment précis et défini. Tandis que lui, le vendeur, qui anticipait évidemment une baisse des prix de la peau d'ours, pouvait dégager un profit intéressant sur cette transaction. Dans ce cas précis, le vendeur de peau d'ours peut être considéré comme adoptant une position similaire à la vente à découvert, bien que les mécanismes spécifiques pour le coup, et ça c'est une remarque intéressante, mais c'est différent aujourd'hui. Ces mécanismes spécifiques diffèrent de ceux des marchés financiers modernes d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de courbe, il n'y avait pas de graphique. Et ça a donné naissance à une expression populaire qui est « ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué ». À l'époque, ce type de contrat ne fonctionnait pas énormément, ça fonctionnait très rarement et ça causait finalement beaucoup de problèmes aux vendeurs qui avaient souvent beaucoup plus de difficultés à chasser un ours pour trouver une peau de qualité à vendre dans les termes du contrat.
Par la suite, ce langage est arrivé dans le milieu boursier avec les investisseurs qui commençaient à vendre des actifs financiers à découvert, ce qui a généré le langage de vendeur bearish et qui est ensuite resté dans le temps. Donc l'utilisation des termes remonte en fait au XVIIe siècle et de manière beaucoup plus concrète au début du XVIIIe siècle à la Bourse de Paris. Et à cette époque, eh bien, les opérations boursières n'étaient pas aussi réglementées qu'aujourd'hui et les courtiers utilisaient des carnets à souche, ce qu'on appelle des carnets à souche, pour enregistrer les transactions et non pas des carnets d'ordre. Attention. Lorsqu'un courtier vendait des actions qu'il ne possédait pas encore, il enregistrait la vente sur une fiche détachable du carnet à souche, laissant ainsi une découverte dans le carnet principal. Et cette pratique a conduit à l'expression, cette fois-ci, de vente à découvert. Et puis finalement, le terme bearish s'est élargi et au lieu de se référer spécifiquement aux traders de vente à découvert, les investisseurs ont commencé à qualifier de bearish toute personne s'attendant à une baisse des prix sur les marchés financiers. Et dans le temps, eh bien, de manière symétrique, de manière automatique, eh bien, ils ont commencé à qualifier de bullish toutes les personnes eh bien, s'attendant à une hausse des prix sur les marchés financiers. Et pour comprendre quel est le réel sens derrière tout ça, il faut parler des institutions. C'est un point important. Une grande institution financière va faire bouger le marché en fonction des highs et des lows, et donc des points hauts et des points bas de marché. Vous allez le voir que les points hauts et les points bas de marché vont être spécifiquement créés en fonction des ordres et des institutions, les ordres et les volumes que les institutions vont pouvoir injecter. Et l'objectif de ce module va être également de vous faire comprendre en partie comment les institutions font bouger le marché grâce à leurs ordres sur le marché, évidemment. Et comprendre leur objectif et comprendre comment elles récupèrent la liquidité sur le marché va être l'objectif principal de ce module. Je suppose que, comme moi, vous détestez faire quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est essentiel, selon vous, eh bien, de comprendre ce que vous faites sur les marchés pour pouvoir le trader. Voilà pourquoi on va vous enseigner les mécanismes profonds du marché afin que vous puissiez agir en toute conscience et ce qui se déroule réellement dans le price action. Le fait d'avoir un cadre de trading clair et de savoir où l'on va permet d'être beaucoup plus précis dans notre manière d'exécuter, ainsi que notre compréhension finalement des marchés financiers. Et ça, les taurus, c'est la clé du succès dans ce métier de trader. Il faut bien comprendre que lorsque les institutions entrent sur le marché et injectent leur position acheteuse, elles doivent évidemment faire en sorte que ces ordres soient en positif afin de générer du profit. Alors comment s'y prennent-elles? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est techniquement une structure de marché. Une structure de marché, c'est un swing de prix, donc un morceau de price action, donc de marché, qui se construit finalement dans une direction bien spécifique, soit haussière, soit baissière. On identifie une structure entre son high, d'accord, donc son point haut de marché, et son low, donc son point bas sur le marché. Comprendre les structures de marché, c'est comprendre les traces que les institutions laissent derrière elles. Une personne ou une entité qui a énormément d'argent à placer sur le marché, bah ça se voit automatiquement. Je pense que c'est automatique, vous comprenez? C'est automatique. Parce que les injections de volume et d'ordre sont absolument gigantesques et cela laisse des traces identifiables sur le marché. Ce sont les indices que nous pouvons trader pour réaliser des profits. Ce sont les traces que les institutions vont laisser. Vous apprendrez par la suite comment repérer ces traces et comment interagir sur ces traces. Voyez cela comme si nous étions des chasseurs de primes, par exemple. Notre but est de traquer notre cible et en comprenant pourquoi elle fait ceci et pourquoi elle fait cela, eh bien cela nous permet de la débusquer et pour en tirer profit. L'avantage, c'est que avec des petits capitaux, vous avez des petits capitaux dans la plupart, même 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de dollars, c'est des petits capitaux. Eh bien, c'est que lorsqu'on interagit sur les marchés, cela ne se voit pas. Lorsqu'on injecte des lots sur le marché, cela ne se voit pas. Nous sommes trop petits et nous n'avons pas assez de lots ainsi que de volume injecté pour se permettre de penser que nous avons un impact, évidemment. On n'a simplement pas un capital assez gros. C'est d'ailleurs pour ça que dès que l'on clique sur Buy ou Sell, eh bien, l'exécution est pratiquement immédiate. Pour les grosses institutions, c'est totalement différent. C'est une histoire qui est totalement différente. Elles ne peuvent pas tout simplement faire cela. Il faut bien comprendre que les taurus, le marché est un zero-sum game. Le zero-sum game, c'est en fait très simple à comprendre. Cela veut dire qu'à la fin de la journée, l'argent qui a été gagné d'une part sur le marché est forcément perdu de l'autre part. Comme le dit la célèbre citation de Warren Buffett, les marchés financiers sont conçus pour transférer de l'argent des impatients vers la poche des patients. Pour faire simple, c'est juste un transfert d'argent, c'est juste un transfert de richesse. Et cela veut dire que si vous gagnez par exemple 1000 dollars sur les marchés, quelqu'un a perdu ces 1000 dollars automatiquement. Si vous rentrez par exemple 10 lots en buy, quelqu'un en face vous a forcément rentré 10 lots en sell au même prix, au même moment, au même endroit. C'est ce que l'on appelle la contrepartie. Tout comme dans le commerce, quel qu'il soit pour le coup,
Si vous vendez quelque chose, il vous faut un acheteur. Si vous achetez quelque chose, il vous faut un vendeur. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, il n'y a rien de plus simple à comprendre. Et ce principe s'applique bien entendu également aux institutions en ce qui concerne les mouvements vendeur, acheteur, acheteur, vendeur. Maintenant que vous avez compris tout cela, comment les institutions utilisent les structures pour évoluer sur les marchés? Eh bien, dans un marché haussier, donc une tendance haussière, elles vont simplement créer de nouveaux highs dans un mouvement globalement haussier en évitant de casser les anciens lows afin que leur position soit toujours en profitable. Parce que c'est ici que se trouvent les ordres acheteurs, en suivant encore une fois la tendance. Elles vont en quelque sorte protéger leur position acheteuse pour réaliser des gains avec des ordres bullish. Comment se compose-t-il? Comment cela se compose-t-il? Eh bien, voici le schéma d'une tendance haussière sur votre écran devant vos yeux. Elle est composée de plusieurs structures bullish, chacune définie par un point bas et un point haut. Et la tendance se définit par des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. On a donc un high, un low, puis un higher high et un higher low et ainsi de suite. Vous voyez qu'ici, chaque lot a un cercle rouge, d'accord, sur le marché, et comme protégé parce qu'il ne vient pas être cassé tant que la tendance tient. Vous voyez qu'ici, là où il y a ma souris, on a un high, on a un low, on a un high, on a un low, là où il y a les cercles qui s'affichent. Et à chaque fois que l'on a la création d'une nouvelle structure dans la continuation de tendance, on a une cassure de la structure précédente que vous voyez ici en pointillé sur votre écran. Ça s'appelle un break of structure ou un BOS. Mais alors, quand le marché passe-t-il bearish? Et quand le marché change de tendance? Eh bien, lorsque l'on a une cassure en low ici en pointillé rouge, on a justement un shift de cette fameuse structure. Il faut bien comprendre que cette structure va être respectée à 100% lorsque l'on a des highs, des lows, des highs, des lows. On va respecter cette structure parce qu'on le voit, on est bullish. On a du mouvement acheteur. On a du mouvement acheteur. Et de même pour la tendance de marché, que l'on développera beaucoup plus en profondeur un peu plus tard dans les vidéos, notamment sur l'order flow. Pour le moment, comprenez que la tendance de marché correspond en fait à une succession de structures construites dans une même direction. Ça, c'est votre biais directionnel. Et sans avoir identifié clairement votre biais directionnel, vous serez perdu à 100% et vous ferez n'importe quoi sur les marchés. Vous ferez avoir à coup sûr. Voilà pourquoi la structure de marché est si importante à comprendre. Car notre objectif en tant que trader éclairé, c'est de se positionner dans le même sens que les institutions afin de maximiser nos chances de succès. Et dans le cas contraire, eh bien, quand on a une tendance baissière, les institutions vont créer des lots en évitant de casser des anciens highs afin d'éviter que leurs ordres soient en perte. Parce que c'est justement sur ces anciens highs que se trouvent les ordres vendeurs. Elles vont donc évidemment chercher à protéger ces ordres vendeurs afin de réaliser des gains sur ces mêmes ordres, tout simplement. Voici un schéma d'une tendance baissière. Elle est composée de plusieurs structures bearish successives, chacune définie par un point haut et un point bas. Et donc, il faut vraiment bien comprendre les théories que la tendance se définit donc par des points, donc la tendance baissière, par des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. On a donc un low, un high, puis un lower low, puis un lower high, et ainsi de suite. Et donc ainsi, chaque high avec le cercle que vous voyez sur votre écran est protégé et ne reviendra pas cassé tant que la tendance baissière tiendra. On a notre high, premier cercle, on a notre high, low, low ici, high, super. Et le marché va protéger ces structures. Donc, low, high, lower high, et on repart sur des nouveaux plus bas. Tout simplement. Et quand est-ce que le marché repasse bullish? Quand est-ce que le marché repasse-t-il bullish? Eh bien, lorsqu'on a la cassure d'un high ici, justement, sur des pointillés verts. D'accord? Ici, lorsque le prix va venir casser cette zone-là, on repasse dans une tendance bullish, c'est ce qu'on appelle notre break market structure, notre BMS. Pour conclure, on a abordé le sujet de la direction du marché bullish et d'un marché bearish et en quoi cette direction est-elle importante à prendre en considération dans son trading. Bien entendu, les Taurus, on développera ça beaucoup plus en profondeur par la suite, beaucoup plus en détail tout au long de la formation et surtout dans ces premiers modules. Et bien, comme dans chacune des vidéos théories, il faut le pratiquer, il faut le comprendre. Et comme dans chacune des vidéos théories, on va donner un principe clé à retenir dans cette vidéo. La structure et la tendance de marché sont reines. La structure et la tendance de marché sont reines. Ce sont elles qui vous donnent votre cadre de trading. Très important. À très vite pour une prochaine vidéo.